Première vidéo de cette chronique, nous avons un décor magnifique, des réglages caméra et audio opérationnels, il ne restait plus que proposer une écriture à la hauteur de ses qualités. Le mot d'ordre de la chronique c'est inspiration. Des œuvres qui pourraient le passé m'ont tellement subjugué que j'en ai rêvé. Il était donc logique pour moi de commencer par la genèse de mon histoire, de commencer par le jeu qui a fait de moi un joueur de RPG et qui plus tard m'inspirera le projet le plus important de ma vie. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous parler de Blue Dragon. Au début des années 2000, Square va mal. L'ambitieux film Final Fantasy et les créateurs de l'esprit est un vide monumental, ce qui met en péril la société. C'est donc naturellement que plusieurs personnes derrière le projet vont migrer vers d'autres studios, dont le créateur même de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Ils fondent Mistwalker en 2004 et collaborent officiellement avec Microsoft, ce qui implique que les jeux sortiront sur Xbox et en dehors du territoire japonais. Un détail qui importe peu Sakaguchi, puisque pour lui le plus important c'est de créer. C'est pour ça qu'il avait créé une petite équipe accompagnée de Nobuo Uematsu, le légendaire compositeur des Final Fantasy, et Akira Toriyama, character designer et accessoirement l'auteur de Dragon Ball. On a donc une petite équipe qui désire avant tout créer des jeux, et Microsoft qui veut s'implémenter sur le marché japonais. L'occasion était toute rêvée. Ils développeront donc deux jeux en parallèle, le premier Blue Dragon et le deuxième Lost Odyssey, que je n'ai pas joué. Bon, c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle ? Vous suivez l'aventure de Shu, Jiro et Clook, des adolescents de 16-17 ans, qui se battent chaque année contre une étrange créature qui sème le chaos dans le village de Talta. Malheureusement, pour cette année-là, pas de bol, ils vont tomber dans des ruines. Peu de temps après leur réveil, la créature se révèle être un robot qui les emmène jusque dans une forteresse volante à l'allure très montgolfière, où on y découvre l'antagoniste principal de cette histoire, Néné. Ouais, je sais, son nom est ridicule. Toujours dans la forteresse, ils seront pris en embuscade et seront contraints d'avaler d'étranges sphères lumineuses. Bon, ces orbes lumineuses sont censées les aider, donc au bout des moments, pris en embuscade et pas trop de choix, ils sont obligés de les avaler. Et de ce fait, leurs ombres prennent vie. Grâce à ce nouveau pouvoir, ils vont donc s'échapper de la forteresse, mais s'écraseront dans un endroit inconnu. Commence donc un long voyage pour retourner à leur village de Talta. Pendant ce long voyage, ils feront la rencontre de Marumaru, un divi à la voix insupportable. Alors écoutez, vraiment. Are you one of Nene's comrades? Mama would never be friends with a guy like him! Never! 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 Mais il va la fermer sa gueule! Ensemble, ils vont sauver son village d'une épidémie et... Bon, quelque chose me dit qu'ils auraient peut-être pas dû mettre des marmites pour... Enfin, vous voyez quoi. Bref, après avoir vaincu le Covid, ils retrouvent le village de Talta en ruine et possiblement leurs proches avec. Mais heureusement, ils vont trouver une lettre de Fushia, le père de Shu, qui annonce leur départ pour la ville fortifiée de Jibral. Pour rejoindre leurs proches dans la ville fortifiée de Jibral, ils vont donc devoir emprunter un raccourci en passant par la vallée des fresques. Alors cette information n'a pas vraiment d'importance, mais j'adore la musique de cette zone. Bon, blague à part, on apprend surtout que la magie qui transforme nos ombres était omniprésente à une certaine époque. Des robots étaient construits pour venir en aide aux personnes démunies de magie, mais un petit conflit a dégénéré en guerre mondiale et magie plus magie est égale à la décimation d'un peuple. Enfin bref, ils rattrapent les rescapés qu'ils ont établi un camp non loin de la ville fortifiée de Jibral. Le lendemain, ils vont donc poursuivre leur route, et puis en plus ils peuvent les protéger de leur petit convoi. Pratique. Malheureusement, ils sont pris en embuscade par une horde de tigres, littéralement des tigres, c'est vraiment leur nom, ils ont juste 6 yeux. Et pas de panique puisque le dernier protagoniste daigne venir nous aider, accompagné du roi de Jibral en personne, la mercenaire Zola. I'm Zola, captain of King Jibral's Blade Masters. Voilà, on a enfin la clique réunie, ça me semblait assez nécessaire de vous expliquer comment les 5 protagonistes se sont retrouvés ensemble. La suite de l'histoire c'est vous bien excusez. On prend d'assaut la forteresse de Néné, il s'enfuit, on le rattrape mais il s'enfuit à nouveau, on se fait piéger et perd nos ombres, mais le pouvoir de l'espoir et de la bienveillance réactive notre magie, on rentre dans un trou, la planète se fait scier en deux parce que c'était mieux avant quand la magie était omniprésente, on éclate Néné, trahison, pas trahison, révélation, boss final, et cette fois le vrai, 18 ans, fin. Le scénario reste en soi très simpliste, on poursuit un méchant et répare ses conneries en route, avec en parallèle une subtile histoire d'amour. Mais il y a des petits détails qui font que cette simple histoire se savoure pleinement. Par exemple, les sphères lumineuses avalées par nos protagonistes en début du jeu sont en réalité l'âme de Néné,
ce qui signifie que nos protagonistes n'ont pas réellement gagné en puissance. Ils ont juste nourri l'âme de Néné. Donc une fois que ce dernier les a récupérés, bah, retour à case départ. Et je trouve ça assez intelligent et logique. On passe notre temps à tuer des monstres et à gagner des niveaux. C'est un beau parallèle avec l'aspect RPG. Parce que généralement RPG, ça se résume à beaucoup de combats aléatoires, du gain de niveau, parfois même des compétences, même un arbre de compétences, puis basta. Mais là on a quelque chose de différent. Nous ne sommes pas emmerdés tous les 30 pas par une transition d'écran. Non, là l'ennemi est déjà présent sur la carte. À vous de décider si vous voulez le combattre ou l'esquiver. Le jeu vous apprend même que certaines espèces ne peuvent pas se blairer, donc si vous parvenez à les regrouper en combat, ils se boufferont entre eux. Et ça a l'air tout con, et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans le jeu, c'est le fait de voir et d'interagir avec les ennemis, soit par la chaîne alimentaire, ou alors par le fait juste de les voir dans le monde et d'interagir avec eux. Ça donne plus de sens dans le monde où on se balade. D'ailleurs encore plus loin, certains monstres seront même apeurés par une espèce ou par vous-même. Généralement à cause de gain de niveau, mais aussi parce qu'ils ont une nature créative. Ah, et puis merde quoi, au bout d'un moment j'avais marre de t'interrompre tous les 20 secondes par un putain de combat. Là au moins je sais ce qui arrive, je m'attends à me battre. Et puis autre détail intelligent, les monstres morts le restent vraiment. Enfin, jusqu'à ce que vous quittiez les zones, hein, le jeu n'est pas parfait non plus, mais l'idée est là. Et vous vous souvenez, le dernier jeu qui a vraiment tenu compte de la mort des monstres? Undertale. Pour rester sur le thème des monstres, les boss ne sont pas que des sacs à PV. Ils ont leurs faiblesses et ce sera à vous de trouver la stratégie idéale pour les vaincre. Bon évidemment, c'est pas le cas de tous, mais à vous de découvrir comment en venir à bout. Je sais que ça paraît qu'on dit comme ça, mais encore une fois, le jeu est sorti en 2006. À l'époque, en tout cas à ma connaissance, il n'y avait que Pokémon qui incluait un système de faiblesse. Donc si je résume, on a une histoire plutôt intéressante, un gameplay rafraîchissant comme l'avait initialement prévu Sakaguchi. Que reste-t-il? Évidemment, la musique. L'univers est bien plus vaste et mature qu'il ne laisse paraître. Les personnages ont des convictions, des peurs et envies, et chacun se bat pour une cause qui leur est juste. Et cette équipe est parfaite. Alors quand il y a une histoire aussi bien ficelée, des compagnies d'aussi belle musique, que demander de plus? Là où je veux en venir, c'est qu'ils ont réussi à créer un monde à aspect cartoon où tu t'attends à un énième jeu japonais bourré de clichés. Et j'y ai joué tellement de fois et pourtant j'en frissonne toujours à chaque nouvelle sauvegarde. Ça se sent qu'ils n'ont pas été limités dans leur créativité, et ça c'est le plus important. C'est d'ailleurs ce que expliquait Sakaguchi en interview juste avant la sortie du jeu. La différence entre Square et Mistwalker, c'est l'exploitation de la créativité. Et pour moi, il n'y a rien de plus important. Aujourd'hui, dès qu'un AAA sort, c'est l'événement du moment, le jeu à ne pas rater. Alors que pourtant, ce ne sont pas les meilleurs. Que ce soit les indépendants ou les petits studios, chacun est capable de créer un chef-d'œuvre. Alors évidemment, les affinités dépendent des personnes, mais je pense qu'on devrait tous faire l'effort de fouiller un petit peu plus et de trouver la perle rare comme Blue Dragon. Et je suis sûr que vous en connaissez, Hollow Knight, Undertale, Axiom Verge, One Shot, et même plus récemment, Béton Brutal. Ce qui est fascinant avec l'enfance, c'est qu'on comprend pas forcément toutes les subtilités d'une œuvre. J'ai encore bien plus aimé le Blue Dragon la seconde fois que j'y ai joué, quand j'ai vraiment suivi les péripéties, que j'ai vraiment observé le monde qui m'entoure. Le jeu se termine sur le 18e anniversaire de Cloak. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est une manière de nous dire que tous les personnages présents ont évolué. Ce jeu n'est pas simplement une référence du RPG, c'est une leçon. N'abandonnez jamais vos rêves, et quoi qu'il arrive, battez-vous. Et un jour, vous parviendrez à aboutir à ce projet dont vous rêvez tant. C'est mieux dit comme ça.